Bonsoir ou bonne fin d'après-midi, je sais pas comment on peut dire. Donc bonsoir, merci d'être venu à cette rencontre, à cette table ronde qui réunit donc deux auteurs et trois livres. Deux auteurs, donc Sophie Coiffier pour l'exercice du skieur, paru à Lire des Marges. Sophie Coiffier, qui je le précise avant de l'oublier, est en résidence à la maison de Julien Gracq en février-mars de cette année, c'est ça? Voilà, donc quelque chose qui démarre sous les auspices de Gracq ne peut être que quelque chose de positif. Et également Jean-Christophe Cavalin, alors non pas pour Conque Junior, dont certains parmi vous ont peut-être entendu parler, puisque vous étiez invité à une table ronde pour en parler ici, mais cette fois pour deux ouvrages parus aux éditions José Corti dans l'excellente collection Biophilia, donc Valet Noir, sous-titré Vers une écologie du récit, donc qui intéresse directement le sous-titre, le thème de cette table ronde, à savoir littérature et environnement, et Nature, Berceleux, Culture et Trauma, paru également, donc mêmes éditions, même collection, quoi. Alors peut-être quelques mots rapidement des livres, avant de dire dans quelle mesure un peu ils peuvent intéresser le thème de cette rencontre, et puis après je vous laisse la parole. Jean-Christophe Cavalin, deux livres, Valet Noir et Nature Berceleux, et deux livres qui me semble-t-il creusent. Alors ils creusent de multiples thèmes, et vous résumez est un peu une gageure, puisque vous avez une pensée, comme on aurait dit un moment, en rhizome ou en archipel, et ce qui est un compliment, mais il me semble qu'ils creusent tous la notion du familier, et en particulier donc Valet Noir, ne serait-ce que parce que le Valet Noir du titre, un chien est un animal familier, peut-être un génie familier, un familier, comme disaient les Romains, et également parce que se pose la question dans Valet Noir du genre de récit qu'on va pouvoir trouver pour évoquer ce qu'est devenu notre monde, alors ce qu'on appellera rapidement pour le moment l'anthropocène, on affinera ce terme tout à l'heure. Quelle fiction trouver pour coller au plus près? Quelle fiction trouver pour nous rendre plus familiers de ce monde-là? Et d'ailleurs, fiction, le terme est mal choisi, puisque votre livre, justement, met à l'écart la notion de fiction, en tout cas la grande fiction occidentale, pour aller du côté des textes mythiques, pour aller du côté du rite aussi, et pour essayer de retrouver dans ces modèles quelque chose qui nous permettrait d'approcher de plus près, un peu comme une danse de la pluie. C'est un exemple que vous citez, vous parlez beaucoup d'anthropologie, un peu comme une danse de la pluie, d'approcher de plus près ce monde, ce que nous en avons fait, et ce que ce monde nous fait aussi. Voilà pour le présenter très lapidairement, mais il y a énormément de choses. Il est question d'Aristote, il est question de Phobos et d'Éléos, il est question du dieu Pan, il est question de Gojira, il est question aussi du Tasse. Du Tasse ou de l'Arioste d'ailleurs, du Tasse. Et ensuite, donc, votre deuxième livre, Nature Berceleux, Culture et Trauma. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'une entreprise littéraire assez singulière, puisqu'elle consiste à rapprocher d'une part un trauma vécu et les mécanismes de défense, alors un trauma d'enfance, et les mécanismes de défense que ce trauma a suscité, avec la façon dont une certaine conception de l'art, la conception de l'art de Malraux dans son musée imaginaire, dans tous les textes afférents et dans un certain nombre de conférences, de rapprocher ce mécanisme de défense psychique de la façon dont Malraux envisage la culture. Et on retrouve cette notion du familier qui me paraît essentielle chez vous, à savoir la culture, les œuvres d'art telles qu'envisagées par Malraux dans une espèce de grand musée où toutes les œuvres seraient superposées les unes à côté des autres, serait une espèce de mécanisme de défense, de déracinement, de mise à l'écart, de défamiliarisation. Donc tout ça est dit très vite, on aura l'occasion de l'affiner un petit peu. Et Sophie Coiffier, donc votre livre L'exercice du skieur. Alors pour le coup, c'est un livre, là encore, je ne le rangerai pas dans un genre particulier, quelque part entre le roman, entre la poésie, et entre peut-être l'œuvre d'art, le montage. Et un livre où cette fois il va être essentiellement question d'espace aussi, à la fois donc de l'espace littéraire, puisque c'est un livre qui présente une intersection de plusieurs plans. Il se présente d'abord sous la forme d'un manuscrit, un manuscrit à la fois un peu énigmatique et très poétique, en même temps très joueur. Puis une deuxième partie est un jeu, pour employer un terme qui a fait Florès, un jeu de mise en abîme, un jeu de réflexivité sur un tournage d'un
film imaginaire dans quelques décennies, tournage d'un film qui est aussi un non-film, qui est aussi également une émission de télé-réalité, qui est peut-être tout ça et autre chose. Donc un montage de texte, et ce montage de texte a cet espace littéraire a pour répondant un espace réel, une station de ski qui est une espèce d'observatoire ou de sismographe des changements climatiques, de la façon dont la neige, enfin les enneigements ont pu se réduire, de la façon dont on peut avoir des éboulements, de la façon dont la nature était touchée par ce qu'en a fait l'homme. Et à tout cela se superpose encore une autre couche, celle de la mémoire du personnage de la première partie, qui reconstitue une enfance dans les villes nouvelles, dans la ville nouvelle qui a été Évry, et c'est une façon d'aborder la notion d'espace utopique aussi. Donc tout cela donc forme un texte, si j'étais paresseux, je dirais que c'est un texte singulier, mais je dirais que c'est effectivement un texte singulier qui a une grande singularité dans la mesure où, sous cette diversité formelle, tout tourne autour peut-être de la question qui va nous animer aujourd'hui: quelle forme chercher, quelle forme trouver, quelle forme proposer, quelle forme mettre à l'écart aussi, pour essayer d'aborder ce qu'est devenu le monde, ce que nous avons fait du monde, ce qui est devenu l'environnement, ou peut-être même plus que l'environnement, ce que Virginia Woolf appelait les sources profondes de la vie. Comment coller au plus près d'elle. Donc voilà, grosso modo, un peu la question qui va nous réunir, Jean-Christophe Cavalin et Sophie Coiffier. Alors peut-être pour commencer, une première question qui va être, que je retrouve le passage exact. Sophie Coiffier, je voulais reprendre un passage de votre livre, c'est page 139. Vous allez peut-être même pouvoir le lire si vous voulez. Donc c'est ce passage-là et peut-être le paragraphe qui suit aussi, oui. Alors, on se situe dans la partie 2, donc la partie qui se passe en 2042. Et en fait, le tournage du film, je résume très vite, se passe pas très très bien. Et donc, il y a une espèce de remise à niveau du projet à la fin du livre. Donc, le passage se situe à cet endroit. Car à ce stade, il n'y a plus d'histoire possible à raconter entre les protagonistes. Tout cela, on s'en fiche. Peut-être même se fichera-t-on bientôt de l'histoire des hommes, tant que celle-ci, du moins, n'aura pas intégré l'histoire du monde, c'est-à-dire l'histoire des autres hommes autant que des autres êtres. Je vais essayer, depuis les scènes déjà tournées, ainsi que depuis les quelques bonus hors tournage que j'ai captés, ou mon assistant, de réaliser un film qui ne sera pas seulement le récit d'un tournage raté, mais l'issue possible de tout récit désormais. Merci. Alors, la question que j'aurais souhaité vous poser, en prenant ça de manière un petit peu littérale et en le déconnectant de son contexte d'énonciation, avez-vous le sentiment qu'il y a, pour dire le monde, pour dire l'environnement, pour dire de manière très large, pour dire l'anthropocène aussi, quelque chose comme un essoufflement des fictions, l'idée que finalement qu'il n'y ait plus vraiment d'histoire à raconter tant qu'elle n'intégrerait pas de nom humain, l'idée qu'il y aurait peut-être d'autres fictions à inventer? Alors, en fait, je pense que, je suis un peu, je vais me, comment dire, je pense que les écrivains ont plus de questions à poser que de réponses à donner. Donc, en fait, dans ce livre, j'ai essayé de poser justement la question du récit, la question des personnages. Moi, j'ai un problème. En tant qu'écrivain, enfin en tant qu'auteur, j'ai un problème, c'est le fait d'inventer des personnages, j'ai beaucoup de mal. Dans la mesure où j'ai déjà du mal à me situer. Et en fait, ce livre en fait, si je le prends, vous l'avez très très bien raconté, enfin très bien défini, mais moi je vais le définir d'une autre manière. Il y a deux niveaux, il y a la page, qui est à la fois le champ de neige, qui est à la fois l'écran de cinéma, et donc qui est un espace de projection. Et cette page, dans la première partie, en fait, elle va connaître. Enfin, je vais tenter d'imaginer une mutation de cette page et que la page redevienne en fait un sol dans lequel on puisse s'inscrire.
Donc je pense qu'on a, de ce point de vue-là, des points communs. Voilà. Alors moi, je le fais à ma façon, un peu poétique, un peu, j'ai envie de dire, plus intuitive. Mais c'est un peu cette question-là. La deuxième question, la deuxième chose qui m'intéresse en général dans mes travaux, c'est nos représentations, c'est-à-dire d'aller questionner nos représentations. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi dans une utopie qui est la ville d'Évry dont je parle. Et pour moi, une station de ski, c'est aussi une utopie dans le sens même de sa définition, c'est-à-dire c'est un non-lieu. Et à partir du moment où on rentre, on est dans un non-lieu, en fait, on finit, en tout cas, moi, j'ai fini par interroger tout ce qui était de l'ordre de nos représentations, à la fois en fait, j'essaie de démonter le décor, parce que pour moi, la seule manière d'arriver justement à faire muter la page, c'est démonter le décor. Donc, je n'en suis pas arrivée à trouver des réponses sur savoir ce que va être le récit de demain, ou la manière d'écrire des romans ou d'inventer des personnages. Je n'ai pas la réponse. Par contre, je m'acharne en fait à essayer de démonter le décor. Si possible, il y a souvent un peu d'humour dans mes textes, dans la mesure où pour moi c'est un mécanisme de défense. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors complètement, je recherchais justement un passage, vous allez me dire où il se trouve, où vous renversez un peu ce que vous venez de dire, et vous avez parlé donc de la page comme un espace, comme un sol, et inversement, à un moment, votre personnage parle de la façon dont un sol peut être lu comme une page aussi, oui. Avec des griffures. Oui. Alors, on a toujours du mal à retrouver les pages dans mes textes parce qu'en fait, c'est un montage, comme vous l'avez dit, et il y a 8 versions. Donc même moi, j'ai du mal à retrouver où j'ai écrit les choses. En tout cas, donc peut-être qu'un idéal ou je ne sais pas si vous me direz si c'est un idéal ou un fantasme, serait peut-être un texte qui soit lui-même un sol, qui soit l'équivalent de ce sol qu'on lit. En tout cas, sur lequel il puisse pousser quelque chose. Voilà, c'est un peu, je pense que... Alors justement, Jean-Christophe Cavalin, ce que me dit Sophie Coiffier me fait énormément penser à votre livre, je pense notamment à Valet Noir. Alors peut-être une question, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, vous vous intéressez beaucoup à l'anthropologie, vous parlez énormément d'anthropologie, et en particulier vous évoquez certains rites, et vous parlez de la façon dont les rites sont des manières d'être en synchronicité, de se synchroniser avec les éléments naturels. Vous parlez en particulier de la danse de la pluie. Quand il s'agit des mythes, vous expliquez que les mythes sont une façon de doubler les gestes, le geste que fait par exemple le laboureur, qui peut être lui-même un rite. Bref, j'avais l'impression que vous alliez vers une idée ce qui serait peut-être un texte idéal ou un nouveau texte ou une nouvelle façon d'envisager la littérature, comme une espèce de retour à des formes mythiques proches du sol, proches de cette page blanche qui serait aussi le sol ou la nature. Bonjour. Pas vraiment, je dirais. En fait, mais la question est intéressante. En fait, comme le disait Sophie tout à l'heure, je me suis intéressé au moment dans notre culture où l'usage de l'imagination a quitté la production d'un rapport au réel. Avant, et donc, je ne sais pas si c'est pas très prospectif pour moi. J'ai cherché ce moment où on pouvait raccrocher une œuvre, un récit, une histoire avec une façon d'habiter le monde. Pas de construire des objets textuels, mais d'habiter le monde, ce qui est complètement différent. Et donc, peu à peu, j'ai dû rétrograder très loin pour voir vraiment où s'était fait le décrochage dont on parle. Si vous voulez, il y a un moment où, au départ, c'est très simple, mais si on a des problèmes avec son environnement, avec les puissances, avec ce que le livre de Sophie appelle les forces en présence, dont doit tenir compte le skieur, donc ces puissances en présence du milieu, non humaines, on dira, disons, la nuit, le froid, les disettes, le passage des grands troupeaux ou l'absence des grands troupeaux, etc. Donc en fait, pour avoir la main sur ces choses sur lesquelles on n'a absolument pas la main, on est obligé de faire fonctionner son imagination. Et donc on les personnifie, on a un rapport avec elles, etc. Et donc c'est là où naissent les mythes. Vous voyez, quelqu'un se fait enlever par un animal, ça devient un dieu, etc. Enfin, on crée des récits qui accompagnent après des rituels pour rendre habitable psychiquement et matériellement le monde qu'on habite. Et puis peu à peu, au lieu de passer par l'imagination pour donner du sens à la vie malgré les grands traumas de l'existence, le fait qu'il y ait des morts, des maladies, etc.,
eh ben, on se sert de la médecine, on se sert de la technique, on se sert de l'artificialisation de nos milieux. Et donc, comme on change de monde, on change l'ordre du monde, alors du coup, l'imagination n'a plus rien à faire là-dedans. Et donc, les mythes deviennent de la poésie, les dieux ne croient plus, enfin, les Grecs ne doivent plus à leurs dieux. La poésie, c'est une façon de dépotentialiser une parole qui n'est plus liée à un rapport, à une relation à l'environnement, mais qui devient la création d'un objet humain, comme une boule neigeuse, quelque chose qui intériorise le rapport au monde. Vous voyez, donc, si vous voulez, ce que nous on appelle l'art rupestre. Vous êtes un collectif donc premier, donc autochtone. Vous faites des ponctions sur les grands troupeaux pour manger. Il y a une certaine culpabilité qui se crée, et donc vous rendez sous forme d'images au fond des grottes, vous rendez au maître des animaux des images de ces grands troupeaux pour que le cycle reprenne. D'accord ? Donc ça, c'est une relation. Donc ces premières images, nous on appelle ça de l'art, c'est pas du tout de l'art. C'est une relation avec des puissances non humaines, etc. Et peu à peu, cette relation se referme, on finit par esthétiser ce truc, par les regarder, etc. Et ça devient de l'art, une représentation mimétique pour l'homme par l'homme. On crée de beaux objets. Mais c'est pas du tout... Les objets rituels, normalement les histoires rituelles, elles sont faites pour créer de la relation, pas du tout pour créer des objets. Donc, si j'entends bien, en fait, ce qu'on met sous le terme littérature et qu'on lit, disons, le roman tel qu'il a pu naître et tel qu'on le connaît, la grande fiction occidentale, finalement, ce serait le fruit de cette dégradation du mythe et quelque chose qui n'est plus relationnel, qui est coupé. C'est ce que Hannah Arendt appelle c'est le culte des objets d'art. L'art ne sert plus à entretenir son jardin, c'est ce qu'elle appelle l'art des jardiniers. C'est de l'art, mais ça a quelque chose à voir avec rendre habitable le monde, et puis au contraire créer des objets. Les fictions, par exemple, c'est dont parlait Sophie, les fictions très bien ficelées, en fait elles sont ficelées parce qu'elles tiennent en elles-mêmes. On est aliéné dans l'histoire et on oublie complètement le monde tant qu'on lit l'histoire. On est happé. Donc les liens signifiants, c'est pas les liens entre cette histoire et le monde autour, c'est le lien à l'intérieur de l'histoire. On intériorise le système de liens, etc. Alors que des mythologies, bien sûr, ça vous sert à fonder votre maison, parce que quand vous mettez un pilier là, c'est le pilier du monde. Voyez, donc c'est un rapport. Voyez, là, le mythe, vous êtes officiant quand vous plantez le pilier de votre maison. Vous êtes à la fois le premier dieu qui a planté l'axe du monde. Donc il y a une espèce de négociation avec les puissances qui fait qu'elle est bien plantée, donc elle va tenir. Bon, ouais. Alors que, en effet, plus bien sûr, vous comprenez bien, c'est le passage à la littérature, c'est ça le drame. C'est quand on a quitté l'oralité, parce que l'oralité, c'est pas exportable. L'oralité, il faut un milieu, on parle dans un lieu à des gens, avec des choses autour, comme les contes populaires de la campagne. La maison de Podane, selon les régions, elle est toujours dans la région où vous êtes. La maison où se cache Podane, dans les contes, elle crée votre milieu. Du moment que c'est Madame Bovary, bien sûr, elle s'existe dans un livre, elle est traduisible, on peut la lire partout. Des siècles après, elle n'a plus un sens situé, si vous voulez. Et donc, ça devient un objet qui est qualifié en lui-même comme beau. Beau, c'est ce qui nous reste du divin, en fait. Avant, c'était la relation au divin, et puis peu à peu, on a esthétisé cette relation par les objets qui étaient... Bien sûr, les objets qui étaient offerts aux dieux, ils étaient beaux. Enfin, il y avait une espèce de côté saillant, et ça. Et peu à peu, on les a découpés de leur... Donc nous voilà en fait coupés du monde d'une certaine façon. Après c'est d'autres dispositifs. Et le truc, c'est que ce qui est très marrant dans ce que disait Sophie sur la page, je vais le dire. Page, ça vient de paga, pagina, donc ça vient d'un ancien mot pagus, qui est le lopin de terre, d'accord ? Le pagus. Et donc ce pagus qui a donné paganisme, bien sûr, c'était le paysan, enfin c'était le pays. Et donc le pagus, c'était un espace qu'on cultivait au sens où on cultivait des plantes dessus, et on le cultivait dans le sens où on avait un culte pour le petit dieu du lieu. Vous voyez, on lui offrait la première gerbe de la moisson, on lui offrait parfois le sang des victimes, etc. Et donc il y avait la culture du lieu habiter, entretenir le lieu, voyez, entretenir une relation au lieu comme sacré. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, on ne pouvait pas mettre des engrais, il valait mieux prier que mettre des engrais, etc. Jusqu'au moment où la paysannerie du 19e siècle en France disait au curé, oui, mais les engrais marchent mieux que les prières. Et bizarrement, la page du livre, ça vient du même mot. Parce que ça vient de pagus et panguere, c'est planter 4 pieux. Vous voyez, panguere, c'est planter des pieux qui font des carrés. Et la page vient de la même chose. Et en fait, on est passé du culte du pagus au culte de la page, qui s'est vraiment isolée à l'intérieur du livre, vous voyez, de façon vierge, sans rapport avec... Elle s'est déterritorialisée, comme on dit, elle est hors sol. Et donc tout ce que dit Sophie sur essayer de faire de briser le cadre ou le décor,
Voilà. C'est un peu ça, c'est cette idée de comment réouvrir la page à... comment faire circuler quelque chose entre la page et le monde autour, ou comme dit Philippe Jacotet, va donner au lecteur... un bon poème, c'est le lecteur qui donne... C'est le poème qui donne au lecteur l'envie de lever les yeux du livre. Ce qui paraît paradoxal, bien sûr, passer par la littérature pour rappeler qu'il y a un monde... Mais bon. Alors justement, Sophie Coiffier, vous nous disiez tout à l'heure que cette page, c'est quelque chose sur quoi on peut cultiver, sur quoi on peut faire pousser, c'est ça qui vous intéresse. Et vous, à un moment, votre livre emploie une image, votre livre évoque la totalité, la multitude des savoirs, l'entassement des savoirs. Il dit peut-être que qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour en parler? Peut-être plus une encyclopédie, plus une arborescence, mais une branche. Oui, alors en fait, il y a à un moment donné, moi je viens des arts plastiques, hein, donc de là. À un moment donné, je me suis intéressée au catalogue. Voilà. Et en fait, une des premières formes du catalogue, c'était le livre de Porot. C'était un livre de 1591 qui était un livre qui avait été fait en rapport avec le Jardin des Simples de Padoue. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on pouvait traverser le jardin en lisant le livre qui répertoriait non seulement les plantes, mais il y avait aussi des pages libres où on pouvait éventuellement soi-même soit dessiner, inscrire des choses. Et en fait, ce dont, à mon avis, ce qui m'intéresse aussi et que j'essaye de faire tomber dans nos sociétés, c'est ce que j'appelle le défaut d'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, on jouit de beaucoup de choses, mais on a très peu l'occasion de revenir sur ce qu'on a vécu pour en comprendre en fait les effets. Et il y a aussi une autre chose qui nous réunit, c'est que Jean-Christophe part aussi d'événements qu'il a vécu, personnel, pour réfléchir en fait à quelque chose de plus large. Et en fait, moi, je fais ça aussi, alors évidemment à mon modeste niveau, mais je fais ça aussi, et ça me permet quand même de comprendre des choses que je n'ai pas comprises quand je les ai vécues sur le moment, mais qui me permettent aussi de réfléchir de façon plus large. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une façon aussi de se réancrer dans le monde et de comprendre dans quoi on habite, même si cette forme d'habiter est une habitation d'une utopie. Voilà. Alors justement, cette idée d'habiter, cette idée d'utopie aussi, ça me renvoie donc là Jean-Christophe Cavalin au début de votre livre Valais Noir, où vous insistez sur le terme de situer. Vous parlez de texte situé, je ne sais plus comment on appelle le terme de littérature située, et vous parlez beaucoup de l'importance du contexte aussi. Est-ce que c'est est-ce que ce contexte, c'est un peu ce que vient de décrire Sophie Coiffier aussi, une expérience personnelle au monde au départ? Oui, ça peut être... C'est vrai. Oui, ça peut être toutes sortes de choses. Le contexte, c'est l'idée que le texte ne vit pas tout seul, ne vit pas isolé dans sa propre clôture en tant que texte, mais peut avoir des relations, en effet, avec le contexte. Et comme dit Sophie, l'expérience, c'est très important. Et par exemple, c'est un petit danger, parce que maintenant, la littérature se met un peu à l'écologie, pour le dire très rapidement. Et du coup, moi, j'ai des étudiants, parce que j'ai un master en création littéraire, et écologie. Et vous voyez, ces gens, ils font parler la forêt équatoriale, ils font parler les ours, mais ils n'ont aucune expérience derrière. Ils prennent la fiche Wikipédia, et comme tu dis, c'est un savoir. Le savoir est notre relation au monde maintenant. Il y a eu vous savez, il y a 5 ans, ils ont commencé à déforester dans le Congo avec des compagnies françaises d'ailleurs. Et du coup, la communauté internationale, en même temps qu'ils déforestaient les forêts pluviales du Congo, ont emmené des ornithologues pour faire le catalogue, comme c'est pour le jardin, le catalogue des espèces qui allaient être découvertes par cette déforestation et disparues dans le même coup. Tout allait bien puisqu'elles étaient sauvées comme savoir. Mais c'est comme ça qu'on fait malheureusement. C'est-à-dire que l'encyclopédie nous suffit comme rapport au monde. Du moment qu'on a catalogué quelqu'un, quelque chose, etc., il existe, on n'a plus besoin d'avoir une relation avec cette personne. Le savoir suffit. Et c'est très gênant dans la littérature parfois maintenant où vraiment on a l'impression que ça passe par la page Wikipédia ou par de la documentation, ce qui est très bien, mais il faut quand même derrière une expérience, et en particulier il faut une expérience, quelque chose qui vous a saisi. C'est ça un contexte, en fait, c'est quelque chose qui vous saisit.
Et quand ça vous saisit, vous devez vous ressaisir, écrire, etc. Donc il y a vraiment un jeu, il faut qu'il y ait une puissance qui vous agisse à un moment et qui vous fasse écrire. Cette puissance, bien sûr, ça peut être votre désir, ça peut être un autre auteur, ça peut être lire Proust, ça peut être la chose qui vous saisit, qui vous met hors de vous-même, et vous devez absolument, pour vous rattraper, écrire vous-même. Mais bon, là maintenant, il faudrait que ça soit des choses qui sont dans l'environnement. Et c'est pour ça que c'est... Vallée Noire, comme disait Sophie, c'était ça, oui, c'était parti pour écrire un livre sur l'écologie du récit. Quelque chose arrive, un chien dans ce cas-là, qui est ma grand-mère, etc. Et donc, il y a quelque chose qui se passe qui m'oblige à écrire autrement le texte et en effet à le situer dans son contexte, comme tu dis. En fait, le principe, et c'est marrant parce que c'est partout dans le livre, ça m'a fait marrer parce que j'ai lu le livre de Sophie cette nuit, parce que je ne l'avais pas eu avant. Et ça m'a amusé de voir qu'il y a cette image constante de la boule neigeuse, donc de la boule de neige, et ce qui est exactement notre rapport maintenant au contexte. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, bon, ça vous le savez, on est tous des animaux marins, en fait, on n'est jamais sortis de la mer, et donc toutes nos fonctions vitales ont lieu encore dans la mer. C'est-à-dire, en l'intérieur de nous, c'est le pH marin et la salinité marine. Donc on n'est pas vraiment sorti de la mer, on a intériorisé ce rapport à la mer, et c'est bien sûr la boule de neige, où maintenant, bientôt, on n'aura plus de la neige que dans les boules de neige. Comme si, vous voyez, c'était à l'intérieur de la boule qu'il y avait la neige, et non pas. Donc on a, pour devenir portatif, notre rapport à la mer, sans jeu de mots, est devenu portatif, puisque c'est nous qui la portons. D'accord ? Et dans les livres, c'est la même chose. Vous voyez. Notre rapport à la nature, c'est les jardins en ville, les coulées vertes, etc. C'est-à-dire qu'on a mis la nature en ville pour la regarder à l'intérieur, pas du tout à l'extérieur. Vous voyez, on vit dans la ville et on a le spectacle de la nature à l'intérieur. Je suis désolé de le dire, mais c'est un peu ce qui se passe en littérature. Vous voyez, moins il y a d'animaux à l'extérieur, moins on a de relations avec les animaux, plus on en voit dans les livres. Vous voyez, comme si, là encore une fois, c'était une façon, ce que tu appelles d'ailleurs la mise en abîme. Vous voyez, la petite histoire. La mise en abîme, c'est ce que Shakespeare fait, très, très connu dans Hamlet, où la mort de Fortinbras représentée sur le théâtre, sur le petit théâtre, c'est l'histoire en fait du grand théâtre de la mort de Gertrude tuant Claudius, tuant le père d'Hamlet, Hamlet Ier. Et en fait, c'est ça, la littérature, on épuise nos relations au contexte et on les intériorise dans la littérature, dans une espèce de savoir, parfois sans expérience, etc. Alors ça pose une autre difficulté si on ouvre la littérature au contexte, si on ouvre la littérature aux animaux, et c'est une difficulté que vous abordez vous-même. Je cite un passage de votre livre, c'est sous forme d'une lettre, donc j'imagine que c'est un extrait de lettre que vous avez envoyé. Je repars en Amazonie. D'accord, donc c'est une lettre à un de vos étudiants. Donc votre texte, j'imagine c'est un étudiant, est une classique prosopopée de la forêt. La forêt y prend la parole, comme la terre de Daubigné ou le Fabricius de Rousseau. Le hic est que cette parole, dont elle se saisit si éloquemment, est la parole de l'homme. Votre forêt, cher P, par l'idiome inimitable d'une avocate inspirée de l'écologie profonde. Je ne doute pas qu'elle ait raison, emphatiquement raison, mais je doute qu'elle possède une langue qui lui soit propre. Je doute qu'elle possède une langue qui lui soit propre. Voilà donc peut-être l'une des grandes questions de la littérature, si elle veut se saisir du contexte ou de ce qui peuple le contexte. Et j'en viens à vous, Sophie Coiffier. Il est question donc, dans votre livre de voix d'oiseaux. Oui, oiseaux, hérissons et sauterelles. Enfin, le bruit, oui. De voix d'animaux. De voix d'animaux, oui. Mais que j'ai traduit moi-même. Donc, en fait, j'ai appris après qu'il y avait des biologistes qui le faisaient vraiment. Et qui arrivaient à retranscrire d'une certaine manière une langue, enfin un cri animal, etc. Alors là, moi, je l'ai fait vraiment par moi-même. Alors, je suis pas sûre que ce soit complètement juste, mais en tout cas, c'est une évocation, on va dire. Peut-on alors, est-ce que, d'autant plus que vous venez des arts plastiques, est-ce que donner une langue ou donner une façon de s'exprimer au non-humain en tant que créatrice, en tant qu'écrivain aussi, est-ce que ça vous paraît une gageure impossible? Est-ce qu'il vous paraît qu'on retombe peut-être toujours dans la classique prosopopée, comme disait Jean-Christophe Cavalin à son étudiant? Comment faire? Alors, c'est une bonne question. Auriez-vous la réponse ou un embryon de réponse? Je n'ai pas la réponse. Alors, personnellement, il y a un moment donné dans le livre où j'ai fait une longue liste de verbes, de cris d'animaux. C'est-à-dire, en fait, comment... parce qu'en fait, on les oublie, ces verbes-là. C'est-à-dire que même... je veux dire, il y a de la moitié des verbes que je ne connaissais pas sur les cris d'animaux. Et en fait, je trouve ça très intéressant de réanimer, en fait, ces verbes-là qui, en fait, racontent déjà une autre langue que la nôtre, en fait. Enfin, une langue animale. Donc, en fait... pour l'instant, je fonctionne par puzzle, comme vous avez pu le constater. Et donc, pour moi, c'est plutôt, dans ma réponse, c'est mettre
côte à côte, à la fois une retranscription de bruits d'animaux sur cassette, à côté de verbes qui retranscrit les langues animales. Enfin voilà, moi c'est ma façon de faire à moi, c'est-à-dire c'est plutôt une forme kaléidoscopique, un tâtonnement. Mais j'ai envie de dire un tâtonnement, c'est déjà, c'est aussi une forme de modestie, si je peux dire ça. Et en même temps, c'est une recherche de lien quand même. Voilà. Alors cette fragmentation, il me paraît qu'elle est aussi la marque, peut-être de manière moins nette que chez Sophie Coiffier, mais c'est comme la marque de la construction de vos textes, Jean-Christophe Cavalin, des paragraphes relativement courts et portant sur une facette d'un des motifs que vous examinez dans chaque chapitre. Donc peut-être que cette fragmentation, cette mosaïque, ce puzzle, ce montage dont on a parlé, c'est aussi quelque chose vers quoi vous allez pour essayer de restituer cette expérience, ce contexte. Oui, en un sens, oui. Peut-être avec le micro. Je vis en moi, ça se voit. Oui, je pense que le fragment, vous voyez, c'est le texte, en effet, au départ, comme les pensées de Pascal, paraît-il, mais ça n'a rien à voir, mais était un discours continu, et puis il a été fragmenté par l'expérience, en fait, la rencontre de ce chien, etc., qui a un peu parti sur des histoires personnelles, grand-mère, père mort, etc. Et le fragment, c'est le principe de ce qui vous pointe, c'est-à-dire c'est un aspect de la chose qui est saillante et donc qui vous retient et qui vous donne à penser. Mais vous ne la développez pas, etc. Donc vous passez à un autre fragment, puis il y a une analogie qui se crée, une espèce de diffusion du même propos dans différents angles. Donc c'est ce très beau film danois qui dit on rentre dans la même forêt, mais on ne rentre jamais par le même chemin dans la même forêt. Et donc c'est cette idée, vous épuisez un thème en approfondissement un rapport au thème, mais en prenant plusieurs aspects qui à chaque fois sont saillants et qui ne sont pas nappés dans une démonstration théorique, argument par argument, etc. C'est ce que Barthes, je ne sais pas si vous connaissez la chambre claire, appelle le punctum, et dans une photographie, il y a une façon de regarder la photo, vous regardez juste un petit détail. Et donc le fragment, c'est insister sur cette espèce de notre rapport au monde qui est effondré, enfin qui est un rapport très fragmentaire maintenant, mais de temps en temps, ce que Lévi-Strauss appelait les étincelles de clarté de notre rapport au monde, ou ce que Sylvia Plath appelle, la poétesse américaine, appelle tricks of radiances. Tout d'un coup, dans le paysage, quelque chose nous éclaire, quelque chose nous parle, quelque chose nous pointe. C'est de ça qu'il faut repartir, parce qu'on n'a plus que ces espèces un cri d'oiseau, par exemple. C'est l'image de Bonnefoy pour l'événement du monde. Pour Bonnefoy, c'est dans le cri d'un oiseau. Tout d'un coup, le monde existe. Donc c'est exactement ça. Alors venons-en. Voilà, ce qui est une autre paire de manches. Mais déjà, il y a l'épiphanie. Oui, enfin, non, il y a la nécessité de cette relation interrompue. Enfin, il y a le retourner au monde, se retrouver à l'extérieur de soi et pas à l'intérieur de soi. C'est ça, déjà, c'est le premier moment. Après, les histoires de chants d'oiseaux, c'est étrange parce que ça aussi, faire parler les animaux, pour moi, c'est et pas du tout dans une conception poétique fragmentaire, hein, mais cette idée de, enfin, après tout, c'est pas l'important du langage. Le langage, c'est la relation. Il n'y a pas besoin avoir une relation avec un animal. C'est pas savoir noter son langage. Du coup, là, il n'y a plus que l'objet du langage. Il n'y a pas de relation. Un langage, c'est un acte de communication. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est bizarre pour moi. Il y a beaucoup d'essais autour de ça, de nomatopées, oiseaux, etc. Et de même que faire parler, pour moi, les non-humains, j'arrive pas trop à comprendre. Ce qui est important, c'est la relation. C'est moi, qu'est-ce que je fais pour m'entendre avec un fleuve ou avec le paysage dans lequel je vis, pourquoi j'y tiens, pourquoi il parle en moi. Si je parle de lui, c'est qu'il m'émeut, il me torture, j'ai peur qu'il disparaisse, etc. Donc je ne peux en parler que si je parle de l'amour que j'ai pour lui. Je n'ai pas besoin de le faire parler pour moi. C'est vraiment c'est un peu, je ne sais pas si vous avez lu Le fleuve qui voulait écrire de la tour, de Camille de Toledo. Cette idée de faire de la Loire un objet, un sujet juridique, vous savez. Et Bruno Latour dit à ce petit groupe de spécialistes qui essaient de créer un objet juridique Loire, il dit, mais il y a des gens qui tiennent à la Loire ici. Il y a des gens qui, la Loire meurt, ils meurent. Alors c'est pas faire un sujet juridique s'il n'y a personne pour le défendre. Donc c'est ce qu'on appelle, il faut passer par la guardianship approach, par l'approche par tutelle. C'est quelqu'un qui est responsable du fleuve parce que si le fleuve meurt, lui, il crève. Et donc, il va parler de son amour pour le fleuve, et donc il va être là pour en parler. Après,
il parle du fleuve parce que c'est le fleuve qui parle en lui. C'est ça qui est important. C'est pas il n'y a pas d'anthropomorphisation du fleuve. C'est lui qui est potamorphisé. Vous voyez, il vit avec le fleuve. C'est lui. Transformé en fleuve. Donc on en revient au mythe, on en revient à Alphée, comme toujours. Mais alors venons-en peut-être alors non, un peu parler de cette question de contexte et comment essayer de faire rentrer dans la représentation ou comment essayer peut-être de représenter une relation ou des êtres vivant dans ce contexte. Mais venons-en peut-être à ce contexte particulier. Là, on sait très bien, on parle de nature, d'environnement, mais c'est un environnement particulier, celui de 2026 ou de 2040 et des poussières. C'est un environnement qui n'est plus celui d'il y a un siècle. C'est un environnement dans lequel il s'est passé un certain nombre d'événements. On l'appelle communément l'Anthropocène. Jean-Christophe Cavalin vous propose un autre terme dans Vallée Noire, c'est le... Ah non, vous le dites, donc vous allez vous en expliquer, le Gojira-Sen. Mais alors avant, peut-être un mot, Sophie Coiffier, sur cette question d'un environnement qui est en train de mourir, d'un environnement d'une terre qui est blessée. Dans quelle mesure est-ce qu'elle vous semble imposer à un créateur, que ce soit un plasticien, un écrivain ou les deux, peut-être alors j'aime pas le terme de stratégie, mais disons une approche, une situation différente de celle qu'elle pouvait être il y a un siècle? Alors, dans ce livre, j'ai écrit la deuxième partie de façon très différente de la première, dans la mesure où c'est un scénario de cinéma. J'ai essayé... la langue est quand même plus pauvre que dans la première partie, mais exprès. Et en fait, ce qui m'intéressait dans cette deuxième partie, c'est de pousser le bouchon. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que ça donne si on reste dans les mêmes représentations dans 20 ans. Et c'est pour ça que... et en plus, ça m'intéressait aussi la question du scénario, puisque en fait, on ne sait réfléchir que en termes de scénario. Et en fait, j'avais envie de faire dérailler le scénario, en gros. Voilà. Et quand même avec deux personnages qui sont antinomiques dans le film, il y a Anton qui est on va dire un sale type, et il y a l'héroïne qui, elle, voit bien que le scénario déraille. Et en fait, dans la scène finale, il y a dans la même pièce réunie elle qui commence à comprendre et à être peut-être en empathie avec en fait l'extérieur, et lui en fait qui devient fou en fait, enfin qui est atteint par une forme de folie. Et j'avais envie moi de rester en fait en suspens avec ça pour l'instant. Il me faut d'autres livres pour arriver à répondre à votre question que je n'ai pas encore écrit, parce que en fait moi, j'avance comme ça, c'est-à-dire j'avance par intuition et en démontant en fait les éléments que j'ai pu approcher, que je connais, et en les remontant autrement. Et en fait j'arrive à du coup à soit donner des perspectives, soit voir les choses autrement. Et c'est comme ça, c'est comme ça que j'arrive à parler de faire expérience en fait de avec ce que j'ai rencontré, connu, vu, etc. On nous rejoint donc la mosaïque, le kaléidoscope. Oui. Mais alors peut-être une autre question sur cette idée de scénario, parce qu'effectivement on parle de scénario catastrophe, on parle de scénario pour la planète, mais donc le scénario permet aussi des montages, permet une écriture plus simple, soit, mais le scénario c'est comme aussi le cinéma, c'est aussi l'image. Oui, absolument. Je fonctionne beaucoup par image, de toute façon, et il y a beaucoup de films qui sont évoqués, parce que évidemment il y a déjà la grande extase de Herzog, du sculpteur sur bois Steiner, qui est un sauteur à ski des années 70 et qui avait en fait dans l'idée, dans le besoin de faire un saut magnifique et en même temps de ne pas risquer sa vie. Parce qu'en fait, il y avait une course au saut le plus haut et le plus loin possible, mais où les skieurs à l'époque pouvaient vraiment chuter gravement. Et en fait, il y a cette tension entre la volonté de réaliser le plus beau saut et en même temps dans une mesure, dans quelque chose de... Voilà. Et dans le film d'Herzog, il y a ce ralenti
avec cette musique entêtante qui fait qu'on est sans arrêt en montée, en fait. C'est-à-dire qu'on voit assez peu ou assez vite la descente ou la chute, mais en fait, on est vraiment en montée. Et en fait, pour moi, c'est la question de l'hubris de l'homme, c'est aussi la question de l'élévation, de vouloir absolument s'élever, et en même temps, on finit toujours par retomber, quoi. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette image du skieur, qui est une sorte de Sisyphe sans pierre, c'est-à-dire qu'on passe son temps à monter et à descendre. Et en même temps, je ne sais pas si on a l'expérience de la montagne quand on fait ça. Enfin, je ne crois pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors oui, en fait, là où je voulais un peu vous emmener, c'est précisément sur le terrain de l'image. Oui. On se posait la question de la représentation du contexte, et on s'était dit aussi que avec les mots, avec la fiction, il y avait peut-être des faiblesses, des imperfections, des manques, et peut-être que l'image cinématographique, l'image poétique, peut-être que... Alors, pour répondre à votre question et faire le lien avec Jean-Christophe, je pense qu'il y a... là, on parle de scénario, des scénarios catastrophes, etc. Et en fait, il y a la question de l'évolution aussi qui se posait, c'est-à-dire le fait de s'adapter à l'environnement. Et je pense que... je ne sais pas si le scénario suffit. C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si le scénario suffit à comprendre comment s'adapter à l'environnement. Voilà. Après, je te laisse répondre. Alors justement, cette question d'adaptation à l'environnement, c'est à un moment, vous parlez de raison rituelle, de raison industrielle. À propos de la raison rituelle, vous expliquez qu'il y a une faculté d'adaptation, justement, tandis que la raison industrielle transforme, elle. Donc, en grosso modo, c'est les deux pôles. Et donc, pour essayer de s'adapter à l'environnement, est-ce que le scénario peut suffire? Est-ce qu'il faut pas trouver autre chose Les scénarios, comme on les conçoit nous, ce sont des scénarios pour le futur, donc ce sont des plans sur le futur, de programmes, de choses. Donc c'est une façon de ce que j'appellerais une surenchère de contrôle. On veut contrôler même les événements dans le futur. Donc c'est notre réaction au fait qu'on est en train de perdre le contrôle à cause des points de bascule. Enfin, vous savez tout ça mieux que moi. Et donc c'est ça qui est intéressant. Il y a l'Anthropocène, c'est vraiment ce sentiment-là. C'est cette idée que tout d'un coup, par exemple, vous levez la nuit un peu groggy là, par le sommeil, vous allez boire au robinet, et tout d'un coup, vous avez un flash, vous voyez tout ce qui est nécessaire pour ce geste qui normalement est complètement anesthésié, vous savez pas ce qui se passe quand vous ouvrez un robinet, vous y pensez pas, vous buvez, et tout d'un coup, vous regardez tout le cycle qu'il y a derrière, qui va depuis la création de l'eau, depuis les âges géologiques les plus anciens. Donc il y a une réserve, il y a une quantité limitée. Ça passe aussi par des circuits humains. Enfin, il y a tout un cycle et ça peut être épouvantable. Pour moi, l'Anthropocène, c'est ça. C'est quand les gestes du quotidien sont habités par une espèce de force qui est notre situation dans le monde. Chaque geste, le fait de manger de la viande, d'utiliser du plastique, chaque geste, on peut le vivre non pas dans le cycle court de notre anesthésie au contexte. Oui, on est anesthésié, on l'est naturellement, volontairement, par tout ce qui fait qu'on efface les dangers de notre environnement. Et donc, en fait, l'anesthésie, ça veut dire qu'on n'a pas peur. Mais nos animaux domestiques ont la même réaction que nous, c'est-à-dire ils n'ont plus peur. Donc, ils ont perdu, il y a eu un effondrement esthétique de 80% de leur capacité de perception. Parce qu'il n'y a plus de prédateurs, en fait. Et donc, l'Anthropocène, c'est un peu ça, c'est le moment où cette peur revient, et donc on voit vraiment tout le contexte qu'on avait anesthésié, vraiment volontairement par une espèce d'apathie entretenue sur les conséquences de nos actes, les inputs, les outputs, de quelles ressources on a besoin, de quels déchets on crée. Vous voyez. Non, ça, rien. On ouvre un robinet, on crée de l'eau, c'est tout, point. Oui, c'est ce qu'un auteur américain appelle la grâce sans pesanteur du consommateur. Vous voyez, il fait clic, ça arrive, il fait clic, ça arrive, il jette, ça disparaît. Il tire la chasse, ça disparaît. Voilà. Et donc l'Anthropocène, c'est quand il y a cette espèce de conscience du cycle qui se crée. Donc ça peut créer deux réactions. Soit la réaction de contrôle maniaque. Ok, maintenant tout le cycle c'est moi. Je vais vraiment je vais créer le cycle moi-même, maîtriser les cycles, maîtriser le scénario, maîtriser le futur, etc. Vous voyez, par plus de surenchère technicienne et rationnelle et industrielle. Donc ça, c'est ce que Mélanie Klein, si on la citait, appellerait la position de défense maniaque. Non, mais pas de problème, je contrôle tout.
Et l'autre, c'est la position de défense paranoïaque. Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur, ce cycle est immort, je suis tout petit. Donc, il n'y a plus que le monde, il n'y a plus moi. Et, non, et l'autre, c'était il n'y a plus que moi, il n'y a pas de monde. Et donc, c'est d'un côté l'effondrisme heureux, non, ça, il n'y a plus rien à faire, tant pis, laissons tomber. Et l'autre, on va tout contrôler. Les deux choses sont des positions de défense totalement absurdes parce qu'elles empêchent la relation avec le problème du monde et le problème du moi. Et on ne pourra pas tout contrôler et on ne peut pas non plus faire que l'idée qu'on a en tant qu'occidentaux, c'est qu'il y a une harmonie préétablie en fait. Non, mais Dieu ne laissera jamais le monde tout crever. Donc allez, laissons, il sait ce qu'il fait. Il y a peu de chance là. Mais bon. Et donc, voilà, et donc ce que Mélanie Klein dit, ce qui est très marrant, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est en fait entre la position de défense, ce qui est une position de défense, comme Sophie parlait de formation de défense, de formation défensive, on ne regarde rien autour, on est sûr qu'on vit dans un petit espace contrôlé, on vit dans la boule neigeuse, disons. Et entre les deux, entre la position de défense paranoïaque et maniaque, position de défense paranoïaque, entre parenthèses, c'est la position de défense ancienne. Il y a des puissances partout. Et en fait, quand vous êtes devant votre robinet et que vous sentez tout le cycle, vous êtes redevenu un paysan du 19e siècle ou un collectif des peuples premiers. Quand il prend de l'eau, il faut faire attention, une petite prière quand même, on ne sait jamais. Quand il prend... Et donc, vous êtes redevenu cette personne hantée par les puissances du contexte et qui sait qu'elle va devoir négocier d'une façon ou d'une autre avec des puissances pour continuer à vivre sans être écrasée, sans être maudit ou condamné. Ça. Alors, justement, vous parlez de puissance, des forces en présence, Sophie Coissier, et ça m'amène peut-être à un autre point dans ce qui pourrait être, disons, une façon de rebrancher, de raccorder les littératures à ce contexte, à cet environnement dont on parle, à cet anthropocène. Peut-être faudrait-il, et c'est une piste que vous feriez aussi bien l'un que l'autre, Jean-Christophe Cavalin, très nettement, quand vous parlez de tragédie, de pitié et de terreur, quand vous parlez d'Aristote, et Sophie Coiffier, ça m'a un peu frappé, la seconde partie de votre livre, on est dans le huis clos tragique aussi, c'est-à-dire les personnages sont dans un chalet, donc évidemment ça nous fait penser à pas mal de films d'horreur, ça nous fait penser à l'Overlook Hotel de Kubrick, mais au-delà, c'est peut-être aussi l'espace tragique avec des manipulations, des faux semblants. Donc tout ça pour en venir à l'idée que peut-être faudrait-il réintroduire un sentiment tragique dans l'écriture, quelque chose qu'on aurait peut-être perdu. Qu'en dites-vous l'un et l'autre ? Alors, personnellement, s'agissant... comment dire, moi, je ne peux pas travailler comme ça. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, tiens, je vais écrire une tragédie, etc. Ça arrivera peut-être. Enfin, là, c'est arrivé. Mais voilà. Par ailleurs, moi, j'ai quand même besoin de rire un peu. Donc, si je ne ris pas à un moment donné quand j'écris, j'ai l'impression, je sais pas, ça marche pas. Donc, sans doute, sans doute, mais moi je serais toujours dans du tragique-comique, en tout cas. Tout ce que je peux. Jean-Christophe Cavalin, vous serez du côté du tragique-comique ? Si. Je sais pas. Il y a deux choses. Oui, un sentiment tragique, c'est pas mal. Parce que la tragédie, c'est le moment où, c'est le début de la fin pour nous d'ailleurs, c'est le moment où le récit se referme sur lui-même, mais quand même c'est le moment d'équilibre entre une conscience de la puissance des dieux, la némésis, la jalousie des dieux, que si tu lèves la tête trop fort, tu te la fais couper, et l'hubris humaine qui veut monter. Donc c'est vraiment ce moment d'équilibre où il y a un monde à double foyer, vous voyez, comme une ellipse, vous avez deux foyers, vous n'avez pas un centre, vous avez deux centres, le centre des dieux et le centre des hommes. Et donc il y a un jeu où ni l'un ne peut disparaître, ni l'autre ne peut écraser. Vous voyez, donc, et à la fin de la tragédie, il faut qu'il y ait une espèce d'identité entre liberté humaine et nécessité des choses. Il faut qu'on se soit adapté, accordé à la nécessité générale. Vous voyez, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est un peu la fin de toutes les tragédies, en plus d'être la fin du Notre Père. Et donc oui, réintroduire ce pôle divin qui serait... Mais le problème de notre pôle divin qu'on réintroduit, c'est qu'il est lui-même humain. C'est la puissance humaine, surhumaine. Je ne sais pas si si vous connaissez la chanson de Céron, Supernature, qui était la grande chanson de... Supernature, c'était dans les années 70, bien sûr, en pleine crise écologique. C'est vraiment une chanson sur ça. C'est-à-dire qu'on a mis trop d'engrais, ça passe dans la terre, des monstres arrivent, tuent tous les hommes. C'est cette angoisse paranoïaque de ce qui va... de la tragédie qu'on a provoquée, et on va être puni à cause de notre brise, parce que justement, on a voulu montrer trop, au lieu de vivre comme les sociétés traditionnelles, avec des plateaux, sans
par paroxysme et sans descente, ouais, avec une espèce un savoir du plateau, un sens des limites, ce qu'on appelle ne pas aller trop loin, ni en haut ni en bas, pour réserver un équilibre. Mais il y a une autre voix quand même, qui n'est peut-être pas comique d'ailleurs, qui est la voix de l'idylle. C'est les jeunes qui sont dans les ZAD, enfin les jardiniers de l'apocalypse, comme on dit. Ceux qui décident de ne pas s'occuper de l'apocalypse qui de toute façon vient, mais de cultiver leur jardin. Et de retrouver des relations avec des petites choses dans leur milieu, des collectifs, etc. Et donc vraiment être sur un fond d'apocalypse, trouver ce monde de l'idylle. L'idylle, c'est le bonheur dans le genre borné, dans la littérature grecque. Donc c'est les lieux charmants, la petite rivière, le petit ruisseau, 2-3 brebis, vous voyez, c'est ça. Et même si ce lieu est toxique, etc., il peut y avoir une idylle toxique après tout, mais on retrouve un rapport qui donne un sens à cette habitation du monde, même si c'est un monde fragile, précaire, etc., même peut-être surtout si, et du coup qui ne passe pas par la voie tragique, qui passe par une autre voie qui est... Le livre-jardin. Exactement, le livre-jardin. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Est-ce que vous diriez que cette ville nouvelle, Évry, que vous évoquiez au début, est-ce que, donc on a parlé d'utopie, est-ce qu'on pourrait dire que cette utopie était relevée aussi de l'idylle, telle que l'a décrite Jean-Christophe Cavalin, dans les termes et dans l'intention, bien sûr? Puisqu'après tout, un petit lieu, vous utilisez le terme microcosme à un moment. Alors, en fait, les microcosmes, c'était les quartiers. En fait, il y avait chaque quartier... Enfin, moi l'avantage, c'est que je l'ai connu au début. Donc j'ai connu, j'étais petite, mais je veux dire, on avait encore les chantiers autour. C'est-à-dire que c'était vraiment une île, oui. C'était une ville qu'on construisait au milieu des champs. Et l'avantage, c'est que j'ai vu la construction, j'ai envie de dire, politique de la ville, c'est-à-dire avec à la fois ce pourquoi elle avait été créée, c'est-à-dire le fait de dire, en fait, c'est suffisamment loin de Paris, on n'a plus besoin d'aller à Paris, on va trouver tout sur place, et avec une implantation des associations sportives, etc., et des affrontements politiques entre tout ça. Donc, en fait, oui, il y avait des microcosmes. C'est-à-dire, moi, par exemple, je sortais assez peu de mon quartier, voilà. Et en même temps, c'était une ville qui était, franchement, sur la mobilité, qui était impossible. C'est-à-dire que, en fait, pour aller à l'Agora, qui était en fait à vol d'oiseau très, très près, en fait, la route sinuait de façon improbable. Et le meilleur moyen d'y aller, c'était en fait à pied ou en roller, en passant par les voies de bus, qui n'étaient pas très, très safe, mais qu'on faisait quand même. Et donc, en fait, je sais pas. Enfin, pour moi, ce qui était une tragédie, c'est quand on regarde les archives, ce que je suis allée voir, les archives sur la construction d'Évry, c'est ce que c'était avant. Moi, j'habitais exactement à la jonction entre Évry village, c'est-à-dire l'ancien village, et le début d'Évry-Ville-Nouvelle. Donc j'étais vraiment... et donc on voyait bien l'écart entre les deux, quoi. C'était... et bon, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, en fait, j'ai absolument pas analysé ça quand j'habitais là-bas. C'est vraiment plus tard. Et justement là, en faisant le lien avec les stations de ski, qui sont des implantations totalement utopiques en fait sur un milieu naturel, que j'ai pu j'ai réfléchi en fait à comment fonctionnait cette ville en allant aussi voir des archives. En fait, pour tout dire, au départ, la première idée que j'ai eue avant de construire ce livre, c'était par rapport au programme scolaire, dans les exercices scolaires, c'est-à-dire le skieur, l'exercice du skieur, j'en ai fait énormément. Et en fait, je me suis aperçue que tout simplement, dans les livres d'école, il y avait la société dans laquelle on habitait qui venait s'insérer. C'est-à-dire que maintenant, dans les exercices scientifiques, on retrouve, je ne sais pas, la NASA, les fusées, je veux dire, voilà. Et donc, il y a une projection du monde dans lequel on habite dans les livres d'école. Et en fait, moi, j'ai voulu interroger, justement, quand j'étais à Évry, cette projection de la société des loisirs, qui était fort présente, à la fois dans les exercices scientifiques, mais aussi dans les livres de français. Le Bordas 78, oui. 79. Le manuel, écrire, observer, voilà, et je ne sais plus quoi. Exactement. Oui, il y a un petit côté Raymond Queneau, d'ailleurs, parfois. On parle même de nouveaux exercices de style à un moment. Oui.
Donc tout ça, voilà. Donc tout ça pour dire en fait qu'il y a aussi cette question d'habiter qui traverse les textes, qui traverse les expériences personnelles. Et peut-être, on a beaucoup parlé d'espace, de nature, d'environnement, de rapports, de relations, peut-être pour se guider dans ces espaces, dans cette nature, il y a quelques noms qui peuvent revenir et j'aimerais finir par ça. Quelques-uns des noms qui ont pu vous conduire l'un et l'autre dans vos démarches. Chez vous, Jean-Christophe Cavalin, il y a un nom qui revient beaucoup. Alors non, ce n'est pas Hannah Arendt, c'est Ursula K. Le Guin. Peut-être pourrez-vous nous dire en quelques mots quelle est son importance, car je sais aussi qu'elle est très très prisée par quiconque veut écrire aujourd'hui un peu autour de la littérature, autour de l'écologie. Qu'est-ce qui la rend si importante? Je sais pas, vous connaissez un peu Ursula K. Le Guin? Ursula K. Le Guin, qui a écrit, c'est une histoire assez intéressante. Bon, elle a écrit de la science-fiction, disons, mais elle a créé des mondes comme des anthropologues, oui, comme si elle décrivait des mondes. Donc elle a décrit différents mondes, différentes formes d'humanité et de territorialisation dans l'univers, disons. Mais ce qui est très intéressant, c'est que son père était Kroeber, donc le cas de Ursula Le Guin. Kroeber, il y a un grand drame en ce moment aux États-Unis, à San Francisco à cause de ça. Kroeber, c'est le premier anthropologue américaniste qui a étudié les sociétés indiennes à la fin 19e, début 20e, oui, au moment où elles étaient en train de disparaître, puisque mises à prix par tête d'Indiens, etc. Et donc, il a récolté tous les artefacts de ces tribus, et il les a, de ces peuples, maintenant, pardon, et il les a mis dans ce musée, qui est le premier musée d'ethnographie de San Francisco. Et il y a même le dernier Indien Yahi, qui s'est retrouvé seul de sa tribu, qui est venu vivre au musée. Et bon, bref, c'est une histoire terrible. Mais bon, et en tout cas, donc ce qui est marrant, c'est que Ursula Le Guin, elle a fait comme son père, elle a fait une œuvre d'anthropologue en littérature, en essayant de recréer des mondes, des relations au monde. Donc c'est une espèce de littérature qui essaie de retrouver des formes, comment habiter de façon plus durable le monde, ou comment habiter de façon plus, etc. Donc c'est pour ça, oui, elle est très importante. Bon, son œuvre est géniale. Enfin, il y a plein. Bon, vous connaissez sûrement La main gauche de la nuit ou Les dépossédés. C'est plus connu. Et c'est des étranges récits de science-fiction qui ne sont pas du tout des récits de science-fiction, en fait, qui sont des récits très plan-plan, d'anthropologie, enfin, mais c'est très beau. Et Sophie Coiffier, auriez-vous, alors peut-être pas Ursula K. Le Guin, mais peut-être un auteur comme ça qui vous aurait servi de stimulant? Il y en a plusieurs. Mais enfin, s'agissant d'espace, c'est Pérec, Espèce d'espace. C'est un des premiers livres de Pérec que j'ai lu et qui m'a beaucoup marqué. Aussi à cause de la notion d'échelle. Donc, on parlait de la boule à neige. Mais la notion d'échelle est très importante aussi dans notre relation à l'environnement. Je veux dire, la boule, c'est tout ce qu'on tient dans la main et on a l'impression de le maîtriser au sens vraiment. Alors qu'en fait, on ne maîtrise que des représentations et des artefacts. Et en fait, on oublie l'origine même de ce qu'on a l'impression de posséder. Enfin, et donc, ouais, moi, c'est Pérec, je dirais, l'espèce d'espace. Et les choses, à un moment, votre livre me fait penser aux choses. Oui, les choses aussi. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi sa façon de fonctionner. Je ne parle pas du côté oulipien, mais par exemple, pour les choses, il a regardé les magazines de déco de l'époque. Et en fait, la première description de l'appartement des choses, en fait, c'est plusieurs images de ces magazines déco qu'il a rassemblées, en fait. Et il dit, de toute façon, ça, c'est vraiment, en gros, c'est vraiment de la littérature au sens où si on ne pourrait pas vivre dans une telle pièce, elle est trop encombrée, il y a trop de choses. Mais simplement, quand on lit, ça marche, en fait, ça fonctionne. Ok, merci. Donc voilà, vous l'aurez compris, on n'a pas vraiment répondu à toutes les questions que vous pouvez se poser. En revanche, je pense qu'on a frayé pas mal de pistes. On ne peut que vous inviter à lire les textes des deux auteurs, qui seront d'ailleurs en dédicace juste après. Alors peut-être, on a peut-être le temps pour une question dans le public. Oui. Merci.
je ne sais pas où je l'ai lu à propos de votre livre, mais il était question d'un film dont j'ai oublié le titre, où c'est une histoire où des gens sont en terrasse dans un Oui, endroit où Snow ils font du Therapy. ski. Oui. Voilà, et Oui. où il y a l'avalanche qui arrive, Oui. le père de famille qui se casse. Et, Oui. oui. Snow Therapy. Ouais. De Oslund. Ouais. C'est un film qui existe. C'est une famille en fait qui va au sport d'hiver. On sent qu'il y a une tension dans le couple en fait. Et il y a ce moment terrible où ils sont en terrasse. Et en fait, il y a une avalanche qui arrive ils sont en fait au restaurant d'altitude. Il y a une avalanche qui arrive. Et en fait, tout le monde, enfin, sa femme dit il faut partir. Et lui dit non, t'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font. Et c'est la phrase que j'ai retenue de la question de la maîtrise, justement. Voilà. Oui, c'est pas possible que ça arrive. C'est pas possible que ça arrive. Bon, Rien ne peut nous arriver au fond. Donc vous aurez compris que c'est peut-être possible que ça arrive en nous écoutant. Mais écoutez, merci pour votre attention, merci à vous. Merci beaucoup.